Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le numéro de rentrée de notre magazine en direct de la rédaction. Ce numéro de septembre sera entièrement consacré à la fiscalité des entreprises. Et pour m'accompagner tout au long de cette édition, j'accueille sans plus attendre Marie-Christine Martini, directrice de la rédaction fiscale du groupe Revue Fiduciaire. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors c'est la rentrée, ça ne vous a pas échappé. Et pour cette rentrée, et avant de commencer une nouvelle période fiscale dès début octobre avec les mesures du projet de loi de finances pour 2019, vous nous proposez, Marie-Christine, de faire un point des nouveautés fiscales de l'été 2018 pour les entreprises. Alors que s'est-il passé pendant les vacances ? Bien, il n'y a pas eu de vacances pour les fiscalistes, Marianne. Au-delà de la saga du prélèvement à la source, dont tout le monde a entendu parler, plusieurs informations fiscales ont été publiées et elles méritent qu'on leur prête attention, d'autant que beaucoup d'entre elles sont favorables aux entreprises. Alors en premier lieu, en commentant la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, l'administration a assoupli certains points de sa doctrine. En second lieu, la loi pour un État au service d'une société de confiance a été publiée au journal officiel du 11 août et propose divers assouplissements en matière de contrôle et de procédure fiscale. Et puis enfin, je vous propose de compléter le panorama avec quelques textes qui ont été publiés cet été. Ce programme me paraît parfait. Vous avez déjà évoqué la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés à partir de 2018. Plusieurs étapes sont prévues. Est-ce que vous pouvez les rappeler? Oui, bien sûr. Alors, pas de changement pour les PME qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €. Ces entreprises-là continuent à bénéficier du taux de 15% dans la limite de 38 120 € de bénéfices. Alors pour les autres entreprises, donc pour les exercices ouverts en 2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés passe à 28% à hauteur de 500 000 € de bénéfices et reste à 33,1% au-delà. En 2019, ça sera 28% à hauteur de 500 000 € et 31% au-delà. Et puis, à partir de 2020 et pour tout le monde, 28%, 2021, 26,5% et on arrive au bout. En 2022, à partir de 2022, le taux d'IS, 25%. Alors justement, pour les PME qui bénéficient du taux de 15%, l'administration a récemment pris une position qui leur est plus favorable pour apprécier la limite de 7 630 000 € de chiffre d'affaires qui permet de bénéficier de ce taux réduit. Quel est cet assouplissement ? Alors cet assouplissement va concerner les sociétés qui exercent une activité en France et une activité hors de France et qui réalisent donc une partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Jusqu'à présent, pour apprécier ce fameux seuil de 7 630 000 € de chiffre d'affaires, l'administration considérait qu'il fallait prendre en compte le chiffre d'affaires mondial. Là, elle prend aujourd'hui une position totalement inverse et elle précise qu'il convient de retenir le chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés en France. Alors cette doctrine qui vaut pour le taux réduit de 5% vaut également pour la contribution sociale de 3,3% qui, on le sait, s'applique aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires au moins égal à cette fameuse limite de 7 630 000 € de chiffre d'affaires. Et est-ce que pour le calcul de leurs acomptes d'impôt sur les sociétés, les entreprises pourront tenir compte de la baisse des taux? Oui, tout à fait. Les acomptes provisionnels qui sont dus au titre de l'impôt sur les sociétés au cours d'un exercice ouvert une année, les entreprises devront appliquer le taux d'IS applicable à cette année. Alors, je vais prendre un exemple. Pour 2018 et 2019, pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires qui n'excède pas la limite de 500 000 € de bénéfices, elles appliqueront le taux de 28% pour calculer leurs acomptes. Pour 2019, elles pourront retenir le taux de 31% au-delà de 500 000 € de bénéfices. Une dernière précision concernant le taux d'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui versent des intérêts à des entreprises liées. Dans ce cas, la déductibilité n'est possible que si le créancier est soumis à une imposition minimale sur les intérêts. Comment cette imposition est-elle appréciée? Alors, le créancier doit être soumis à un impôt au moins égal au quart, donc 25%, de l'impôt sur les sociétés déterminé dans les conditions de droit commun ou au taux normal. Et pour déterminer cet impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et au taux normal, l'administration incluait auparavant dans sa doctrine les contributions exceptionnelles d'IS. Bien là aussi, elle prend une doctrine totalement inverse et désormais, la contribution de 3,3 et le cas échéant les contributions de 15% ne majoreront plus l'impôt sur les bénéfices au taux normal pour calculer l'impôt de référence à partir duquel l'imposition minimale de 25% est calculée. Très bien. Toujours dans le domaine de l'impôt sur les sociétés, nous allons maintenant nous intéresser aux obligations déclaratives des entreprises. Les textes concernant les nouvelles obligations des entreprises en matière de prix de transfert ont été récemment publiés. Quels sont les délais dont disposent les entreprises pour se mettre en règle ?
Alors je rappelle que le contenu de la documentation prix de transfert a été profondément modifié par la loi de finances pour 2018 et pour s'aligner sur les standards OCDE. Alors un décret publié cet été modifie la partie réglementaire du CGI, donc après la loi de finances dans la partie réglementaire. Il a été publié au journal officiel du 20 juin dernier, puis dans la foulée, l'administration a publié ses commentaires le 18 juillet dernier. Alors c'est assez compliqué, c'est assez détaillé. Et nos lecteurs trouveront sur notre site internet tous les détails qui sont relatifs à cette documentation, au contenu de cette documentation. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette documentation devra être présentée sous une forme dématérialisée et selon une structure qui est bien définie par la doctrine de l'administration et que le volume des informations à fournir est beaucoup plus important qu'avant. Ces nouvelles règles vont s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et donc la documentation qui répond à ces nouvelles normes devra être présentée si une opération de contrôle est menée en 2019 sur les résultats de 2018. Donc on ne peut qu'encourager les entreprises à mettre en place dès maintenant les procédures internes pour collecter les informations requises pour pouvoir remplir cette nouvelle documentation. Très bien. Les commentaires administratifs concernant l'obligation d'utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé ont été publiés. Enfin, on les attendait. Est-ce qu'il y a des points à signaler plus particulièrement ? Alors en fait, sur cette question, ce n'est pas toujours aisé de suivre parce que d'abord les développements sont très techniques et puis en plus l'administration distille les informations au compte-gouttes et sur des vecteurs différents. Alors une fois on a une foire aux questions, un coup on a un communiqué de presse, quelquefois même c'est une lettre à l'ordre des experts comptables. Alors l'administration a publié un commentaire global le 4 juillet dernier qui fait une synthèse de tout ça, synthèse qu'on a repris dans notre feuillet hebdomadaire. Donc il n'est pas superflu de lire l'article publié dans le feuillet pour être certain d'être à jour et de remplir les obligations relatives à ces logiciels de caisse sécurisés. Très bien. Venons-en maintenant aux mesures fiscales de la loi pour un État au service d'une société de confiance. Les contribuables pourront réparer spontanément une erreur commise de bonne foi dans leur déclaration. Est-ce qu'on peut dire que toute faute ainsi avouée sera à moitié pardonnée ? Eh bien, c'est tout à fait cela. La réparation spontanée d'une erreur de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière sera assortie d'un intérêt de retard réduit de moitié. Donc au lieu d'être calculé au taux de 0,20%, l'intérêt de retard sera calculé au taux de 0,10%. La mesure va s'appliquer aux déclarations rectificatives qui sont déposées à compter du 11 août 2018, qui est l'entrée en vigueur de la loi. Pour que la réduction de 50% s'applique, la déclaration doit être accompagnée du paiement des droits simples ou si l'imposition fait suite à l'émission d'un rôle sur la date limite indiquée par le rôle. Et pour les contribuables qui auraient des difficultés pour s'acquitter de leur dette fiscale, eh bien, en fait, ils bénéficieront quand même de la réduction de 50% s'ils proposent un plan de règlement échelonné accepté par le comptable des impôts. Très bien. Alors toujours du côté des sanctions fiscales, on voit de plus en plus souvent les contribuables qui doivent payer des amendes fiscales importantes car ils ont oublié de souscrire une déclaration ou de mentionner certaines sommes dans leur déclaration. La doctrine fiscale prévoit certaines possibilités de régularisation, mais une doctrine n'a pas la même force qu'une loi en termes de sécurité juridique. Il semblerait que certaines mesures légalisent les possibilités de régulariser la situation. Alors question, quelles sont les déclarations concernées et que faut-il faire pour échapper à l'amende fiscale ? Alors en fait, deux groupes de déclarations sont concernés. Premièrement, la déclaration des honoraires et des commissions. Là, toute omission est quand même durement sanctionnée. L'amende est de 50% des sommes omises ou non déclarées. Donc la loi prévoit aujourd'hui un cas de régularisation, pas d'amende si c'est une première infraction qui est commise au cours de l'année civile ou des 3 années précédentes. Les intéressés doivent avoir réparé spontanément leurs omissions ou à une première demande de l'administration et surtout, l'omission doit être réparée avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, ce qui est un délai très court. Il y a une autre possibilité de régularisation, mais celle-là a été admise par la doctrine fiscale et comme vous venez de le dire, cette doctrine est légalisée, donc plus de sécurité juridique pour les entreprises. Il n'y aura pas d'amende pour les déclarations des 3 années précédentes. Lorsque l'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et qu'elle est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires des rémunérations, qu'ils ont régulièrement déclaré ces rémunérations dans leur propre déclaration, déposée dans les délais légaux et à condition que le service des impôts puisse vérifier l'exactitude des justifications produites.
Alors, autre nouveauté, la demande de régularisation pourra avoir lieu au cours d'un contrôle fiscal de la personne qui est soumise à cette obligation déclarative. En l'absence de précision, en fait, la mesure entre en vigueur à partir du 12 août, qui est le lendemain de la publication de la loi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations concernées? Oui, il y a beaucoup d'autres déclarations concernées. Enfin, c'est des tableaux de liasse fiscale. Et là, en pratique, c'est assez important pour les entreprises. Ça concerne le tableau des provisions, le relevé des frais généraux, les divers états à souscrire quand on est en intégration fiscale, le registre des plus-values en sursis d'imposition, l'état des plus-values en report ou en sursis d'imposition, l'état des transferts de titres des comptes à compte et l'état des moins-values de cession de titres en report de déduction. Quand on ne produit pas ces états ou quand on les produit de manière incomplète, on est sanctionné par une amende de 5%. Et il n'y a pas de possibilité de régulariser, excepté un cas dont je parlerai tout de suite après. Désormais, donc, une possibilité de régulariser, pas d'amende si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Et donc cet assouplissement va s'appliquer aux déclarations déposées à compter du 11 août 2018. Alors, dernière précision donc, que je voulais vous signaler, c'est que l'administration ne devrait pas maintenir une tolérance qu'elle avait admise de manière doctrinale pour le seul état de suivi des plus-values en sursis et en report d'imposition qui permettait d'accorder des possibilités de régularisation à des entreprises qui avaient une moralité fiscale irréprochable. D'accord, très bien. J'ai noté également une mesure qui légalise ce qu'on appelle le rescrit contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? Alors, aujourd'hui, en fait, je vais un petit peu rappeler ce que ça veut dire un rescrit. Aujourd'hui, dans le livre des procédures fiscales, il y a une règle qu'on appelle la garantie contre les changements de doctrine et qui interdit à l'administration de faire des rehaussements si elle a pris position sur un texte fiscal que l'entreprise a appliqué. Voilà. Cette garantie de ne pas subir un redressement suite à une prise de position de l'administration s'applique également lorsque le contribuable a interrogé l'administration sur sa situation de fait et qu'il a reçu une réponse de l'administration. C'est ce qu'on appelle le rescrit général. Et puis il y a également d'autres rescrits qu'on appelle des rescrits spécifiques qui sont prévus par le Code général des impôts dans certains cas. Même mécanisme, l'administration est interrogée, mais pour ces rescrits spécifiques, le silence de l'administration vaut accord implicite, sauf, il y a toujours une exception en matière fiscale, pour les prix de transfert. Et puis il y a un dernier rescrit, c'est le fameux rescrit contrôle, celui qui vous intéresse. Alors ce rescrit contrôle, il permet aux contribuables qui le souhaitent et qui font l'objet d'un contrôle fiscal de demander la validation expresse de certains points examinés par le vérificateur pour lequel aucun rehaussement n'est proposé. C'est ce rescrit qui était uniquement aujourd'hui prévu par la doctrine fiscale qui est lui aussi légalisé. Il concerne les vérifications de comptabilité et les examens de comptabilité. Et les nouvelles règles vont s'appliquer au contrôle dont les avis de vérification sont adressés à compter du 11 août 2018. Et est-ce que la procédure qui est désormais fixée par la loi est la même que celle que prévoyait la doctrine? Alors bien sûr, il y a des grandes similitudes, mais bien sûr, il y a aussi quelques aménagements pour tenir compte notamment d'une autre garantie fiscale instituée par la loi et dont on va parler tout de suite après. Alors comme auparavant, le point de départ de la procédure, c'est la demande formulée par l'entreprise au cours de la vérification et avant la proposition de rectification. Alors cette procédure est quand même assez restrictive parce que la prise de position ne peut être sollicitée que sur les seuls points que le vérificateur a prévu d'examiner. Alors Marie-Christine, dernier point de ce numéro spécial fiscal de la rentrée, l'apparition d'une procédure innovante et quelque peu mystérieuse qui a fait son apparition dans cette loi. Les entreprises pourront bénéficier d'une nouvelle garantie fiscale. Alors celles qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal pourront rendre opposables à l'administration les conclusions du contrôle, y compris les points qui n'ont pas fait l'objet de rehaussement, lesquels seront considérés comme tacitement validés par l'administration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher ? Alors oui, une nouvelle garantie fiscale, je l'appelle comme ça, c'est plus court en fait, a été introduite dans l'article L80A du livre des procédures fiscales. Elle va s'appliquer dans les cas de vérification d'entreprise, vérification de comptabilité ou examen de comptabilité, mais également dans le cadre des vérifications personnelles, examen contradictoire de la situation fiscale. Alors en effet, tout point examiné par un vérificateur au cours de ces contrôles-là et qui ne font pas l'objet d'un redressement fiscal sera considéré comme validé tacitement par l'administration. Alors c'est un changement total par rapport à la situation actuelle, parce qu'actuellement, l'absence de redressement sur un point examiné ne vaut pas du tout accord de l'administration. Cette règle s'appliquera au contrôle engagé à partir du 1er janvier 2019.
Bien entendu, la garantie ne pourra s'appliquer que si l'administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause. Et d'un point de vue procédural, les points contrôlés seront mentionnés dans la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de redressement, y compris les points sur lesquels l'administration a conclu qu'ils n'ont comporté ni erreur, ni inexactitude, ni omission. Alors cette règle de procédure est commune, cette règle de procédure qui recense les points qui vont engager l'administration est commune à cette garantie fiscale et au rescrit contrôle dont on a parlé tout à l'heure. Alors dans la pratique, en fait, on pourrait penser que cette nouvelle garantie est très favorable aux contribuables, mais en fait on verra à l'usage, parce qu'on peut craindre en effet que les contrôles soient plus intrusifs, parce que l'administration ne voudra pas se lier sur des points qu'elle n'a pas vraiment bien étudiés. Oui. Le gouvernement souhaite créer un cadre légal créant une relation de confiance entre l'administration et les entreprises. Oui. Comment ça va se concrétiser? Alors pour l'instant, on est au stade de la réflexion. L'article 17 de la loi Confiance, dont on parle là, a prévu d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter du 11 août 2018, des mesures pour renforcer la sécurité des entreprises qui sont soumises aux impôts commerciaux. Alors dans ce cadre-là, l'administration a lancé une consultation publique sur son site et elle demande aux entreprises de répondre à 4 questions, enfin de répondre sur 4 thèmes plutôt. Un projet Confiance Plus, qui est une nouvelle offre d'accompagnement fiscal des entreprises. Une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes qui pourraient réaliser un examen de conformité fiscale de l'entreprise. Un engagement de transparence qui se traduirait par une publication en annexe des comptes annuels des résultats des contrôles fiscaux effectués et puis la mise en place d'un guichet de régularisation fiscale pour faciliter les éventuelles initiatives de régularisation des entreprises. Alors on précise que cette consultation ne précise pas l'identité des entreprises qui y participent, simplement elles sont invitées à donner notamment des précisions sur leur taille et sur les problématiques qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Marie-Christine, est-ce que vous avez d'autres mesures à signaler Deux toutes petites mesures pour être totalement complète. L'extension de la procédure de régularisation spontanée à tous les types de contrôles et non pas seulement aux vérifications et examens de comptabilité. Je rappelle que cette procédure permet d'obtenir une réduction d'intérêt de retard de 30%. Et puis l'instauration d'un recours hiérarchique contre la proposition de rectification dans le cadre d'un contrôle sur pièce. Je signale que la loi Confiance comporte un volet fiscal que je viens d'exposer pour l'essentiel ici, mais comporte également un important volet social qui sera publié dans notre feuillet hebdomadaire. Très bien, merci beaucoup Marie-Christine pour ce grand point fiscal de la rentrée et puis à très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cette édition, merci pour votre attention. Retrouvez-nous à partir du 10 octobre au congrès de l'Ordre des experts comptables qui se déroulera cette année à Clermont-Ferrand. Nous y serons présents bien sûr et nous vous présenterons nos nouvelles offres. Prélèvement à la source, CSE, RGPD, gestion fiscale et holding, ça ce sont les nouveaux ouvrages qui sont parus. Découvrez-les sur notre e-boutique ou en librairie. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire.